Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo et on va voir ensemble comment travailler plus efficacement avec les tableaux en JavaScript et pour ça on va découvrir trois méthodes de la classe Array, Map, Reduce et Filter. Alors la classe Array, donc Array ça veut dire tableau en anglais, on a beaucoup plus de méthodes que ces trois ici présentes. Mais on va les voir ensemble, ces trois, parce que leur fonctionnement, il est assez similaire. Et donc, c'est logique, en fait, de les apprendre ensemble. On dit que c'est des fonctions de haut rang, donc high order function, parce qu'en fait, elles ont en argument une autre fonction. Donc, à l'intérieur de map, on va mettre une fonction, et donc, une fonction qui prend en argument une autre fonction, c'est une fonction de haut rang. Pour comprendre cette vidéo, il y a quand même un minimum à savoir. Comprendre qu'est-ce que c'est qu'un tableau, comment récupérer un élément à un index donné, comment supprimer un élément, etc. Et aussi connaître un peu le fonctionnement des boucles. Donc for, while, etc. Alors au sommaire de cette vidéo, on va d'abord faire un petit rappel sur les fonctions. On va faire un petit rappel sur les tableaux avant d'attaquer donc les trois fonctions en question. Alors, en ce qui concerne les fonctions, on va d'abord voir qu'il y a des fonctions qui ont une valeur de retour et d'autres qui n'ont pas de return. Et on va voir c'est quoi la différence entre ces deux fonctions. Et on va aussi voir les différentes façons de définir une fonction. Alors, pour ça, on va se rendre sur Visual Studio. Alors, nous voici dans Visual Studio Code. Et pour comprendre la différence entre une fonction qui a une valeur de retour et une autre qui n'en a pas, je vais créer deux fonctions qui vont faire sensiblement la même chose, qui vont multiplier un nombre par deux. Je vais les appeler double A et double B. Alors, dans un premier temps, on a juste un console log de Y. Et la deuxième, elle fait un console log de Y, mais elle retourne aussi Y. Alors, si j'appelle ces deux fonctions, donc double A de X, de 5 par exemple, et double B de 5, si j'exécute la fonction, en sortie, j'ai pareil, j'ai 10 et 10. Là, quand j'ai fait le return Y, ça n'a rien affiché. Bon, pour le prouver, je vais enlever le console log. Et là, on voit qu'il n'y a que la première qui a affiché le console log Y. Là, le return Y, il n'a rien fait. Mais à quoi il sert ce return? En fait, ce return, si par exemple, je veux récupérer une valeur en exécutant la fonction, donc par exemple, si je fais ça, constante A égale double A de 5, et que je fais un console log de A ensuite, là je vais avoir undefined. Le A pour lui, il n'existe pas, c'est normal puisque je n'ai rien retourné. Donc le A il va être indéfini. Par contre, si je fais double B, là j'ai bien 10. Donc là je vais juste l'afficher comme ça. Hop. Donc vous voyez bien que le A, il a bien une valeur de retour. Donc voilà, l'intérêt de la valeur de retour, c'est qu'on peut assigner directement après, on peut faire un signe égal après une fonction. Donc dans des cas, on aura besoin d'avoir une valeur de retour. Des fois, on a juste besoin de faire un traitement et sans récupérer la valeur de sortie.
On va voir maintenant comment on peut définir les différentes façons de définir une fonction. On va garder le même exemple que précédemment. Donc on avait défini une fonction double, donc qui prend un argument et qui retourne x fois 2. Alors avec les fonctions fléchées, l'équivalent en fait c'est ça. On va créer une constante qu'on va appeler double. Donc là je vais l'appeler double A pour ne pas faire double déclaration. Et on va dire que c'est égal à une fonction fléchée. Alors si on a plusieurs traitements, on met des accolades. Donc là par exemple on va faire un console log de x fois 2. Et on va faire un return de x fois 2. Donc là les deux fonctions, là, les deux déclarations sont équivalentes. Et si on n'a qu'une seule chose à faire, on n'a que le return à faire. Donc dans ce cas-là, au lieu de mettre des accolades et de mettre un return, ce que l'on peut faire, c'est qu'on met tout sur une seule ligne. Donc on met tout sur une seule ligne. Et comme il n'y a qu'une seule ligne, on peut supprimer les accolades et on supprime le return. Il est implicite. Donc ça, c'est l'équivalent de ce qu'on avait juste avant. Ce qu'il faut bien prendre en conscience ici, dans une fonction fléchée, c'est que même si l'on n'écrit pas le return, il est présent de manière implicite. Donc quand il n'y a pas les accolades et qu'on est sur une seule ligne, il y a bien un return. Donc voilà, c'était tout pour le rappel sur les fonctions. On va faire un petit rappel sur les tableaux. Donc en JavaScript, les tableaux, ce sont des objets. Et comme tous les objets en JavaScript, ils sont assignés par référence. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand je fais let tab1, ça veut dire quand j'assigne à la variable tab1 le tableau ABC, en fait, la variable en soi, elle ne va pas contenir le tableau, elle va juste contenir l'adresse vers ce tableau. Ça signifie que si je ramène une deuxième variable, j'assigne une variable tab2 et je dis qu'elle est égale à la variable tab1, en fait, ça veut juste dire que les deux variables ici, elles vont pointer vers le même tableau. Et du coup, les modifications sur le tableau 2, en fait, elles vont se répercuter sur le tableau 1, parce qu'en fait, c'est ce tableau qu'on va modifier, c'est le tableau ABC. Donc si je fais tab2 de 0 égale B, et que je fais console log de tab1, on n'aura pas A, mais on aura B. Donc on va voir ça après dans Visual Studio. Et du coup, on verra après comment on va faire si nous on veut copier un tableau et on veut que les tableaux en fait ils soient vraiment indépendants, qu'ils aient leur valeur, qu'ils puissent être modifiés sans que ça impacte le tableau d'origine. Alors pour vous expliquer comment les objets et parmi eux donc les tableaux sont assignés par référence et ce que cela implique, je vais vous montrer un petit exemple. Donc je vais créer un tableau. Donc je vais l'appeler tableau 1. Dans ce tableau, je vais mettre des éléments. Donc 1, 2, 3. Ensuite, je vais créer une deuxième constante, tab2, et je vais dire qu'elle est égale à tab1.
Donc là, si je fais, je sais pas si je fais console log de tab 0. Alors, oh, qu'est-ce que j'ai écrit? Pardon. Alors, de tab 2, 0. En toute logique, je devrais avoir 1. Donc jusque là, pas de souci. Maintenant, ce que je vais faire, je vais effacer ce console log. Je vais ajouter un élément au tab 2. Donc tab 2, push 4. Donc ça a ajouté un élément au tableau numéro 2. Donc je vais faire un console log donc du tableau 2. Et là, on devrait avoir 1, 2, 3, 4. Donc jusque là, tout va bien. Mais là où c'est peut-être contre-intuitif, c'est que si je fais un console log de tab 1, qu'est-ce qui se passe? On voit que non seulement le tableau 2, il a un élément de plus, et le tableau 1 aussi l'a hérité d'un 4. En réalité, ce qui se passe vraiment, on n'a pas deux tableaux différents. On n'a pas un tableau 2 et un tableau 1. En réalité, on a le même tableau. C'est juste qu'on a deux adresses. On a, si vous voulez, le const tab 2 ou le const tab 1, ils pointent vers le même tableau. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont assignés par référence. En fait, elles ont la même référence. Ils font référence, les deux constantes ici font référence au même élément, au même tableau, au même objet. C'est un petit peu comme une adresse. Imaginons que dans votre logement, vous habitez dans votre logement, mais votre famille aussi, votre femme, vos enfants. Et si vous achetez un frigo, que vous ajoutez un frigo dans le tableau qu'est votre logement, donc on va considérer que votre logement c'est comme un tableau, et ben il y aura un frigo en plus, et tous les éléments et tous les gens qui habitent dans ce logement, eh ben ils vont avoir un frigo en plus aussi. Tous les gens qui habitent dans votre logement pointent vers la même adresse. Ils habitent tous à la même adresse. Donc c'est un peu, bon, c'est l'image que j'ai trouvé qui était la plus proche. Mais voilà, il faut bien prendre en conscience qu'un tableau, si vous voulez, là, le tab 1 et tab 2, ce n'est pas le tableau, c'est l'adresse qui pointe vers le tableau. C'est pour ça d'ailleurs que on peut utiliser le mot const. Parce que si vous savez bien, une const, c'est pour une constante. Donc une constante, on ne peut pas l'altérer. Et là pourtant, j'ai bien tab 2 qui est une constante, et pour autant, je peux lui ajouter des éléments. Parce qu'en fait, la constante, elle reste. La constante, en fait, c'est juste le pointage vers le tableau, mais ce n'est pas le tableau en lui-même. D'ailleurs, c'est pour ça que les tableaux, on peut les définir en utilisant le mot const. Si je fais la même chose avec, par exemple, un chiffre, vous verrez que c'est avec un entier, par exemple. Par exemple, si je fais que const x égale 4, hop. Voilà, si je fais x plus 1, alors si je fais console log, non, si je fais x égale x plus 1, x plus 1, et que je fais un console log de x, là normalement je vais avoir une erreur. Et oui, j'ai type error assignment to constant variable. Je ne peux pas ajouter un 1 à une constante. Là par exemple, pour éviter ça, je dois utiliser let.
Ah, il faut le sauver. Hop. Et là, si je mets let à la place de const, j'ai pas d'erreur. Donc c'est pour ça que quand vous voyez qu'on assigne un tableau ou un objet, on peut utiliser le mot constante, puisqu'en fait, la constante, c'est juste une référence au tableau, tout simplement. Alors du coup, la question qu'on peut se poser légitimement, alors comment on fait pour copier un tableau? Si je fais const tab 2 égale tab 1, et que moi je veux avoir deux tableaux qui soient distincts, comment je fais? Alors il y a plusieurs manières de faire. On peut faire par exemple, on crée un tableau, on va appeler tab 3, et on utilise en fait ce que l'on appelle le spread operator, ça veut dire en fait c'est les 3 points. Et là en fait, on recrée un nouveau tableau avec tous les éléments du tableau 1. Ça déploie le tableau 1. C'est comme si on récupérait tous les éléments un par un et qu'on reconstitue un nouveau tableau. Donc là, si je fais tableau 3 push 5, et que je fais un console log de tableau 3 et de tableau 1, donc de tableau 3, pardon, tableau 3 et le tableau 1, je vais enlever les autres console log. Vous voyez qu'on a le premier tableau, donc tableau 3, 1, 2, 3, 4, 5, et tableau 1, 1, 2, 3, 4. Une autre façon, c'est d'utiliser le point slice. Donc, attendez, ce que je vais faire. Je vais commenter ça. Alors, je vais faire tab 1. Point slice. Donc, on va vérifier que ça marche toujours pareil. Voilà. On va commenter. Et il y a une troisième façon. Je pense qu'il y en a encore même beaucoup plus que ça. Moi, j'aime bien la première, là. C'est celle que j'utilise tout le temps. Alors array from. Donc là, en plus, c'est clair, on crée un nouveau tableau depuis le tableau 1. Et on vérifie, on a exactement la même chose. Donc on a ces trois façons de faire. Donc soit on utilise les trois petits points, soit le slice, soit array from. Alors voilà, c'était un petit rappel rapide sur les tableaux, mais je pense que c'était nécessaire pour voir la suite. Et des fois, on peut avoir des comportements qu'on ne comprendrait pas si on n'avait pas ces petites pièces du puzzle en tête. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu, qu'on a ces rappels en tête, on va voir maintenant la fameuse fonction map. Qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette fonction? Elle permet de boucler sur chaque élément. Elle renvoie un nouveau tableau et le tableau original reste inchangé. Donc là, je vous donne un exemple avec un tableau qui contient 3 éléments. On va lui mettre une fonction qui multiplie par 2, donc on va toujours garder le même exemple de la fonction qui double. Et on aura un nouveau tableau 2, 4, 6. Et la syntaxe, c'est la phrase que l'on a en dernier. Donc
const tab2 égale tab1.map et à l'intérieur, on met la fonction que l'on a besoin. Alors, on va voir comment ça marche sur Visual Studio. Alors, pour vous démontrer l'intérêt de map, ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, c'est que je vais vous montrer comment on aurait pu faire la même opération sans map, avec une boucle for. Et ensuite, je vais vous montrer comment on fait avec map, et là, ça va démontrer en fait tout l'intérêt d'utiliser cette fonction. Donc d'abord, je vais avoir un premier tableau. Donc je vais toujours garder le même exemple, 1, 2, 3. Et ensuite, je vais, avec une boucle for, si je veux avoir un tableau 2 avec les éléments doubles, donc ce que je vais faire, c'est d'abord que je vais créer donc une constante avec un tableau vide à l'intérieur. Ensuite, je vais créer une fonction que je vais appeler double. Qui renvoie x multiplié par 2. Ensuite, je vais créer une boucle, donc for let i égale 0, i est plus petit que tab1 length i++. Donc on fait une boucle for, et dans cette boucle for, on va récupérer les éléments de tab 1. On va dire que tab 2 point push tab 1 point i. Donc en fait, on fait une boucle for et on push à chaque fois l'élément du tableau 1 à l'index i. Donc premier tour, on push tab 1, 0. Deuxième tour on push tab 1, indice 1, donc le 2, et après on push 3, etc. Donc si je fais un console log de tab 2, je devrais avoir 1, 2, 3. Donc ça, c'est si on le fait avec une boucle for. Maintenant, je vais faire la même chose avec map. Et là, vous allez voir la puissance de cette méthode. Et je fais un console log de tab 3. Ah oui, zut, pardon, j'ai oublié de multiplier par 2 tout à l'heure. Autant pour moi. Voilà, l'erreur est rétablie. Mais vous avez vu que là, en une seule ligne, j'ai fait l'équivalent de ici, donc une ligne, parce que je dois définir le tableau vide,
et ensuite je dois faire la boucle for. Donc, grosso modo, j'ai une ligne contre 3 lignes. Et puis, toutes les erreurs qui peuvent être engendrées, parce que là, par exemple, quand on fait une boucle for, des fois on se rappelle plus si c'est length, s'il faut length moins 1. On peut oublier les points virgules, les virgules. Bon, on peut faire des erreurs de syntaxe. Là, on limite les erreurs. C'est plus concis, c'est beaucoup plus clair. Ça fait un code qui est plus joli. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup map. Et jamais je ne ferai une boucle for pour faire cette opération. Je vous avais dit que le tableau 1 n'était pas modifié. On va juste vérifier hein, pour être sûr, mais... Hop. Alors, tab 1. Voilà, vous voyez bien que le tableau 1, c'est toujours pareil, c'est 1, 2, 3. Alors là, bien sûr, là dans le map, j'ai mis directement la fonction double. Alors il faut la mettre sans parenthèse, sans rien. Mais bien sûr, j'aurais pu mettre directement la fonction. On peut mettre une fonction anonyme. Ça fonctionne pareil. Hein. Je le fais juste pour vous montrer. Voilà, vous voyez que ça fonctionne exactement pareil. Alors voilà, vous savez tout sur map. On va quand même parler d'une autre fonction qui s'appelle forEach et qui ressemble étrangement à map. La différence entre les deux, c'est que le forEach n'a pas de valeur de retour. Donc ça ne crée pas de nouveau tableau. Donc ça va être intéressant quand on n'a pas besoin de garder en mémoire un nouveau tableau. Par exemple, si vous avez une page HTML et que vous voulez afficher des bullet points, par exemple, des listes à puces, ben là, un forEach, ce sera plus adéquat qu'un map. Mais si par exemple, vous avez des prix en euros et que vous, hors taxe, et que vous voulez des prix TTC, ben là, il y a de fortes chances que vous vouliez garder en mémoire le tableau en TTC. Là, vous allez utiliser map. Donc, je vais juste vous montrer hein, que le forEach il ne génère pas une valeur de retour. Donc, on va faire la même chose. On va utiliser juste un forEach au lieu d'un map. Alors, on va faire tableau 4 et forEach. Alors, c'est forEach avec un E majuscule. Et là, si je fais un console log de tab 4, alors console log tab 4, ben là on va voir undefined. Voilà, undefined parce que justement le forEach n'a pas de valeur de retour. Donc quand on utilise un forEach, c'est pour faire un console log par exemple. Donc, on peut faire un console log de x fois 2 et bien sûr, alors il manque une parenthèse. Et là je pense que j'aurais besoin d'accolade. Je vais essayer par curiosité. Ah, ça marche quand même. Donc là, vous voyez, par exemple, si je fais un traitement sur chaque élément, là, en l'occurrence, je vais faire un console log de chaque élément, bah là, le forEach, c'est adapté, pas de souci. Mais par contre, au moment de le garder en mémoire, là, ça ne marchera pas. Je devrais utiliser un map. Alors, filter, comme son nom l'indique, il va permettre de filtrer des éléments d'un tableau et de garder uniquement les éléments qui remplissent une certaine condition. Comme map, ça retourne un nouveau tableau et le tableau original reste inchangé. Là, je vous mets un exemple. Imaginons qu'on a un tableau où on veut garder uniquement les éléments qui sont pairs. Donc pour vérifier si un nombre est pair, on fait un modulo 2 et on vérifie que c'est bien égal à 0. Si ça renvoie true, on garde l'élément. Si ça renvoie false, on ne garde pas l'élément. Et au niveau de la syntaxe, ça s'écrit comme la dernière ligne.
du document. On va voir ça sur Visual Studio. Alors, comme pour les exemples précédents, on va déjà créer un tableau. Donc là, j'ai pris un tableau qui soit un peu plus long. On va créer un tableau filtré qu'on va appeler tab 2. Et donc, tab 2, c'est tab 1. Filter. Et à l'intérieur, donc, on va mettre une fonction. Et là, en fait, pour vous montrer, je vais juste faire un return true. En fait, ce que filter fait, elle boucle sur chaque élément, elle vérifie une condition. Si c'est true, elle garde l'élément, et si c'est false, elle le met pas dans le tableau. Elle le garde pas. Donc là, logiquement, si je fais un console log de tab 2, voilà. Donc là, comme j'ai mis true pour tous les éléments, peu importe ce qui se passe, j'ai un nouveau tableau avec tous les éléments. De même, si je mets false, ben là, à ce moment-là, je vais avoir un tableau vide. Donc là, nous, ce qu'on va faire, par exemple, on va vérifier une condition. Si x est supérieur à 6, je retourne true. C'est pas ça. Hop. Else, hop, on retourne false. Donc là, en fait, si x il est supérieur à 6, je le garde. Et sinon, je le garde pas. On devrait avoir un tableau qui commence à partir de 7. Voilà. Ben là en fait, il y a une façon plus concise de d'écrire ça. C'est juste ici de retourner x supérieur à 6. Et j'enlève tout le reste. Hop. Voilà. Donc là, voilà, j'ai exactement la même chose. En fait, là, c'est une condition. Si cette condition, elle est vraie, ça retourne true. Si cette condition, elle est fausse, ça retourne false. Donc voilà, pour filter, c'est très très simple. Il n'y a rien de difficile. La seule chose à comprendre, c'est qu'il faut que ça retourne un booléen et non pas une valeur en fait. Alors maintenant, on va voir Reduce. Donc Reduce permet de réduire un tableau à un seul résultat. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va appliquer une fonction à chaque élément et on l'ajoute à un résultat intermédiaire. En fait, on va prendre un accumulateur. Donc il va avoir une valeur initiale. On peut lui donner la valeur que l'on veut. La valeur par défaut, c'est 0. Et en fait, on va boucler sur chaque élément. Et on va faire la fonction. On va par exemple les additionner les uns aux autres ou les multiplier ou peu importe la fonction que l'on a. Mais en fait, on va cumuler ce résultat au fur et à mesure que l'on va boucler sur le tableau. Et au final, on va avoir un seul résultat. Le tableau sera réduit. C'est pour ça qu'on l'appelle reduce. Et tout comme filter et map, le tableau original reste inchangé. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, on va prendre un tableau 1, 2, 3, 4. La fonction reduce, elle prend deux arguments. Elle prend l'accumulateur et elle prend l'élément courant. Donc là, j'ai mis x. Et là, par exemple, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire cette fonction-là, donc l'accumulateur plus x. Qu'est-ce qui va se passer? Au premier tour, l'accumulateur est égal à 0. L'élément courant, c'est 1. Donc on va avoir 0 plus 1. Au tour suivant, l'accumulateur, donc cette fois-ci, il est égal à 1. L'élément courant, c'est le 2. On va faire 1 plus 2. Au tour 3, on va faire
1 plus 2 égale 3. On récupère l'élément courant égale 3 aussi. Au tour 4, qu'est-ce qui va se passer? On va faire l'accumulateur sera égal à 3 plus 3. Donc on va avoir 6. Et on lui rajoutera le x, l'élément du tableau en cours. Et au final, on aura 10. Donc voilà ce que c'est que Reduce. On va voir un petit exemple sur Visual Studio. Je vais reprendre l'exemple que j'ai donné auparavant, donc j'ai fait un copier-coller. Donc on a un tableau 1, donc avec les valeurs 1, 2, 3, et on va boucler sur toutes les valeurs et on va les additionner. Et on devrait avoir la valeur 6. Alors, en réalité, la fonction reduce, elle accepte un deuxième argument qui est facultatif. C'est la valeur initiale de l'accumulateur. Donc là, par exemple, je pourrais rajouter une virgule et je pourrais dire que si j'ai envie que l'accumulateur, au lieu de commencer à 0, il commence à 10. Je sauve et j'exécute. Et là, j'ai bien 16. Donc on a un deuxième argument facultatif. Si on ne le précise pas, ça part de 0. Et si on le définit, ça part de cette valeur-là. Autre chose, on a dit que reduce, on avait vu que reduce, en fait, ça permet de réduire à une seule valeur. Il faut comprendre que cette valeur, ce n'est pas forcément un chiffre, par exemple comme ici, ça peut aussi être un tableau. Donc, je vais, par exemple, prendre un tableau plus grand pour avoir plus de valeur. Donc, on va donner une valeur de départ qui va être en fait un tableau vide. Ça veut aussi dire que la valeur de retour de l'accumulateur, ça sera un tableau. À partir de là, on va changer la méthode. Est-ce que l'on va vouloir faire, par exemple, retourner un nouveau tableau qui aura toutes les valeurs multipliées par 2. X fois 2. Et puis surtout, n'oubliez pas de retourner l'accumulateur. Donc là, en fait, à chaque tour, on ajoute au tableau accumulateur, la valeur x fois 2. Et donc, on va sauver, on va exécuter. Là, on voit bien qu'on a un tableau qui reprend toutes les valeurs du tab 1 et qui multiplie par 2. Alors, si vous vous rappelez bien, ça fait un petit peu le même comportement que map. En fait, avec reduce, on va pouvoir émuler le comportement de map. On va pouvoir aussi émuler le comportement de filter. Là, par exemple, je vais pouvoir mettre une condition. Je vais vouloir récupérer que les valeurs paires. Donc, si x module 2, voilà. Donc là, normalement, on devra avoir... Voilà. Là, on a récupéré uniquement les valeurs de 2, 4, 6, 8.
Donc là, il n'y a pas d'intérêt puisqu'il y a déjà une fonction qui s'appelle filter qui pourra faire ça plus facilement. Mais en fait, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses, on va pouvoir faire beaucoup plus de traitements avec les autres fonctions. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine vidéo.